Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Bon, on va continuer le cours, bien que je vois qu'il y a très peu de personnes, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez eu cours avant? ah oui, Eh ben, parce que là, il y a une vingtaine, alors que vous êtes quand même 70 dans la section. Ok, donc on continue le cours d'hier. Donc hier, si vous vous rappelez, on avait entamé donc le protocole HTLC. Alors petit rappel, donc le protocole HTLC, donc c'est parmi les premiers protocoles donc de liaison donc qui ont été définis. Donc c'est un protocole très complet. Donc il offre plusieurs procédures de connexion et peut travailler en différents modes. Donc on avait donné la trame, la structure d'une trame HTLC. Donc on avait vu comment, de quoi elle était constituée, donc les différents champs. Donc on continue puisqu'on n'avait pas abordé le champ commande. Simplement un rappel donc par rapport au mode. Donc on avait dit qu'il y avait deux modes principaux. Il y avait le mode dissymétrique. Donc dans ce mode-là, donc on va l'appliquer lorsqu'on a affaire à des liaisons half duplex, c'est-à-dire qu'il y a un seul câble qui relie les machines, donc soit en point à point ou en multipoint. Et donc il y a toujours ce qu'on appelle un maître, un primaire, une machine primaire qui va gérer les communications. Et donc toutes les autres machines vont être des esclaves ou bien des secondaires. Alors, l'adresse qui est mise dans en tout cas l'information qui est mise dans le champ adresse, c'est toujours l'adresse du secondaire, parce que le primaire il est connu. Alors, lorsque on veut adresser ou là on veut envoyer une information à plusieurs secondaires, là on peut dupliquer le champ adresse, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des octets. Chaque octet va désigner donc l'adresse d'un secondaire. Donc il se peut des cas où vous voulez par exemple envoyer une même information à certaines machines, c'est-à-dire à certains secondaires qui vont être identifiés avec leur adresse. Donc on va mettre toutes les adresses des secondaires concernés par cette information. Alors comment savoir qu'il y a plusieurs adresses? C'est le premier bit, tu as le champ adresse. Donc s'il est à 1, ça veut dire qu'il y a d'autres adresses qui suivent. S'il est à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule adresse. Ok, donc si le premier bit à le champ adresse est égal à 0, donc il n'y a qu'un seul octet qui représente le champ adresse. S'il est à 1, c'est-à-dire qu'il y a un autre octet. Ben, je devrais voir le deuxième octet, le premier bit à le deuxième octet pour voir s'il y a d'autres adresses dans la liste. Donc c'est en analysant le premier bit de chaque octet que je sais que si le prochain octet donc va contenir une adresse ou non. Donc ça c'est lorsqu'on a envie d'envoyer donc une même trame à des secondaires qui sont identifiés par leur adresse. Ok. Donc si c'est un seul secondaire, donc je mets simplement un octet avec son adresse. Si c'est plusieurs secondaires, donc je mets leur adresse en séquence. Donc ça c'est pour le mode dissymétrique. Il y a un autre mode, c'est le mode symétrique. Là il est destiné pour les liaisons full duplex en point à point. Ok. Donc dans le mode symétrique, toutes les machines ont les mêmes droits, c'est-à-dire qu'elles peuvent envoyer, recevoir sans attendre l'invitation ou l'autorisation du primaire. En fait, quand les deux sont primaires et ils sont secondaires. Alors ici, donc pour le cours, on va surtout s'intéresser au mode normal. Il ne faut pas s'intéresser à tous les fonctionnements de HTLC. Donc on va se concentrer sur le mode réponse normale. Ok. Et même dans le mode réponse normale, on verra qu'une partie, parce que c'est pas le but de connaître tout HTLC. Le but c'est que vous compreniez comment fonctionne un protocole de liaison, ou là comment fonctionne un protocole en général. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier, avant d'entamer la suite? non, monsieur. D'accord. De toute façon, cette partie-là, c'est pas la plus intéressante, hein. Donc c'est ce qui va venir qui nécessite certaines concentrations. Alors, on avance. Donc on s'était arrêté avec le champ commande. Alors le champ commande, il va être structuré selon le type de trame. C'est-à-dire que dans HTLC, on va avoir trois types de trames. On aura des trames
qui vont contenir de l'information, c'est-à-dire qui vont servir à transporter de l'information. On aura des trames d'acquittement qu'on va noter S et des trames commandes, c'est-à-dire qui vont établir éventuellement le type, le mode de fonctionnement pour la rupture de la connexion et pour autre chose. Donc toutes ces trames-là vont être notées U. Alors comment je sais que c'est une trame ISU? Alors la trame I va commencer toujours par 0, la trame S va commencer par 1, 0 et la trame U va commencer par 1, 1. Donc c'est le début pardon, dans le champ commande. Hein. Donc je vais analyser le champ commande et je vais regarder les deux premiers bits. Donc si le premier bit est égal à 0, donc c'est une trame I. Si les deux premiers bits sont égaux à 1, 0, donc c'est une trame S. Et si les deux premiers bits sont égaux à 1, donc c'est une trame U. Donc c'est comme ça que j'identifie le type de trame qui est envoyé. Bon, ensuite vous avez des champs, et des sous-champs, parce qu'on est dans le champ commande. Donc on a des sous-champs qui vont permettre d'avoir un certain nombre d'informations concernant la trame. Alors dans la trame I, on va retrouver les sous-champs NS et NR, ce sont des compteurs. Ce sont des compteurs qui permettent de numéroter notamment la trame à envoyer et de donner l'information sur la dernière trame reçue. Pour S, ça sera par exemple le type d'acquittement, okay, avec le numéro de la dernière trame qui a été reçue. Et dans U, ça va être un champ M qui va coder la commande qui a été envoyée ou là la réponse à cette commande. Donc ça, on va détailler par la suite ces sous-champs NS, NR, type, etc. Et on a le drapeau PF. Alors, on vous dit les trames d'information ou le format d'information I sont utilisés pour le transfert de données. Chaque trame de type I est identifiée par un numéro de séquence NS qui est sur 3 bits. OK. Et en mode standard, parce que je peux avoir le mode étendu, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, donc en mode étendu, notamment dans les transmissions satellitaires, ce compteur il est élargi à 7 bits, ce qui permet de numéroter jusqu'à 128 trames d'affilée sans acquittement. Par contre, dans le mode standard, ce compteur-là il est sur 3 bits, ce qui permet d'envoyer 7 trames d'affilée avant de demander un acquittement. Donc on a aussi un compteur NR qui lui permet d'accuser réception des trames reçues, c'est-à-dire on va mettre dans NR le numéro de la dernière trame qui a été reçue. Donc Hadatani il est sur 3 bits, donc les deux compteurs qui sont là sont sur 3 bits. Bon, j'expliquerai par la suite le fonctionnement, donc même si vous ne comprenez pas maintenant le sens de ces compteurs, c'est pas grave. Par la suite on va détailler comment vont être utilisés ces compteurs. Donc ça c'est pour la trame I. Ok. Donc l'autre type de format c'est le format S. Donc le format S c'est utilisé pour acquitter. Donc je peux acquitter avec les trames I, c'est-à-dire si j'ai des trames I à envoyer, donc je peux acquitter les trames que j'ai reçues, mais si je n'ai pas des trames I, il faut le faire avec des trames spécifiques qu'on va appeler les trames S. Donc les trames S vont être utilisées pour donc envoyer des ACK, donc soit des ACK positifs, soit des ACK négatifs. Donc dans HDLC, on a défini 4 types d'ACK. Donc ils sont donnés par la combinaison ici, là où c'est écrit type, donc vous avez 2 bits, SS, donc vous avez 4 possibilités de combinaison, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, donc on donnera par la suite les 4 types d'ACK qu'on pourrait envoyer. Enfin, le format non numéroté U, donc Renarada, il permet d'envoyer des commandes. Ça peut être des commandes d'établissement du mode de fonctionnement, ou la rupture de connexion, ou là d'autres commandes. Il y a exactement 32 commandes qui ont été identifiées dans HDLC. Alors pourquoi 32? Parce que le champ M, il est sur 5 bits. Donc vous pouvez coder 32 commandes en tout. Donc les trames I vont être utilisées pour envoyer de l'information. Les trames S, c'est pour supervision séquencée, c'est-à-dire ça permet de vérifier est-ce que les trames ont été bien reçues ou non, c'est-à-dire l'acquittement
donc il contrôle des erreurs lorsque ces erreurs-là se produisent, et les trames U vont être utilisées pour donc établir éventuellement la connexion, la rupture de cette connexion-là. S'il y a des anomalies qui ne peuvent pas être traitées par les trames S, donc il faudra les régler avec des commandes spécifiques de type U, pour faire des tests, pour l'identification des machines. Donc tout ça est réalisé avec les trames U. Alors plus concrètement, c'est quoi le numéro NS? On avait dit qu'il y avait un compteur NS qu'on allait retrouver notamment dans les trames I. Lorsque vous voulez envoyer une trame I, il faut lui donner un numéro pour qu'elle soit identifiée par le récepteur. Parce que s'il y a une duplication ou là s'il y a deux trames, par exemple vous avez réémis la même trame, il faudrait que le récepteur sache que cette trame-là est déjà parvenue. Comment il va identifier les trames ou là les différencier? C'est grâce à ce numéro. Donc chaque trame qui est envoyée dans une séquence doit avoir un numéro différent. Et donc son numéro il est mis dans le compteur NS. Donc la capacité de ce compteur-là, elle est de normalement 8. C'est-à-dire qu'il peut, identifier la trame 0 jusqu'à la trame 7. D'accord? Donc c'est un compteur sur 3 bits. Dans le mode étendu, donc il passe de 3 bits à 7 bits, ce qui permet d'envoyer en séquence jusqu'à 127 trames. On expliquera pourquoi c'est pas 128 par la suite. Il y a la notion de crédit que j'introduirai par la suite. Donc c'est un compteur dans le mode étendu, c'est un compteur modulo 128. Dans le mode standard, c'est un compteur modulo 8. L'autre compteur NR, lui, il va donner le numéro de la prochaine trame à recevoir. C'est-à-dire, il permet d'acquitter. Donc, quand j'envoie soit une trame de type I ou une trame de type S, c'est-à-dire d'acquittement, je mets dans le compteur NR le numéro de la prochaine trame à recevoir. Ok? C'est-à-dire que toutes les trames jusqu'à NR-1 ont été bien reçues. La trame qui porte le numéro NR n'a pas été encore reçue. En tout cas, je l'attends. Alors, les types d'acquittement dans la trame de type S, il y a un champ qui s'appelle SS, donc il va encoder 4 types d'acquittement. On a l'acquittement RR qui prend la valeur 00. Donc lorsque j'ai 00 dans le champ S, c'est-à-dire que je fais un acquittement RR. C'est quoi RR? C'est-à-dire que j'ai bien reçu toutes les trames jusqu'au la trame numéro NR. Donc dans le champ commande, je vais avoir le sous-champ SS qui va encoder donc le type d'acquittement, le numéro NR qui va être mis aussi dans le champ de commande. Donc je vais dire que j'ai bien reçu toutes les trames jusqu'à numéro NR-1 et j'attends celle qui va porter le numéro NR que je mets dans le champ commande. Ok, donc ça c'est un accusé positif. D'accord, donc c'est un accusé positif. Et ça permet aussi de dire que quand je dis receive, c'est-à-dire que j'acquitte et je dis je suis prêt à recevoir, c'est-à-dire que je redonne la main et je dis s'il y a d'autres trames éventuellement que l'émetteur veut m'envoyer, je suis prêt à recevoir. Donc mon état est actif, je ne suis pas bloqué, je n'ai pas de problème. Je dis je t'accuse réception des trames et je suis prêt à recevoir d'éventuelles autres trames. Je suis dans un état actif, je ne suis pas bloqué. Donc ça c'est pour RR, pour l'accusé RR. Pour l'accusé REJ, c'est lorsqu'il y a un problème de transmission, c'est-à-dire une des trames a été mal reçue. Donc là, c'est un accusé, on verra par la suite, c'est un accusé groupé. C'est-à-dire, je dis, j'ai reçu les trames jusqu'au numéro NR-1, ok, et la trame NR-1, la trame qui porte le numéro NR a été mal reçue. Où là, toutes les trames à partir de la trame NR ont été refusées. C'est-à-dire c'est un rejet groupé. C'est-à-dire de NR au-delà, toutes les trames vont être retransmises, vont être demandées à être retransmises. Donc Hadaya, il porte le code 1.0. On a un autre type d'acquittement, RNR. Hadatani, c'est un acquittement positif, mais il y a une différence avec le receive ready, parce que RNR c'est receive not ready. Ça veut dire que j'ai reçu toutes les trames jusqu'au numéro NR-1 et voilà, et j'attends la trame qui porte le numéro NR, mais
il rajoute une information supplémentaire, il dit que je suis bloqué, c'est-à-dire que il ne faut pas m'envoyer d'autres trames. C'est-à-dire que je t'accuse de réception des trames que tu m'as envoyées, mais ne m'envoie plus d'autres trames parce que je suis dans un état de blocage. Ok. Donc Hada, il est différent de RR. Les deux sont des accusés positifs, mais Hada, il est prêt à recevoir d'autres trames. Hada, il est dans un état de blocage, il n'est pas prêt à recevoir d'autres trames. D'accord. Donc c'est ça la différence entre RR et RNR. Il y a un autre type de rejet, c'est ce qu'on appelle le rejet sélectif. Hada, il est rarement utilisé parce qu'il est très complexe à mettre en œuvre. Il permet de rejeter une seule trame. C'est-à-dire quand j'envoie SREJ, la différence avec REJ, c'est que SREJ, il va rejeter simplement la trame qui porte le numéro NR. Par contre, Hadaya, REJ, il va rejeter toutes les trames à partir du numéro NR, c'est-à-dire NR, NR plus 1, et ainsi de suite. Donc si l'émetteur a envoyé plusieurs trames après NR, donc c'est toutes ces trames-là qui vont être rejetées. Par contre, Hada, il ne va rejeter que le numéro, que la trame qui porte le numéro NR. Donc c'est un rejet sélectif. Parce qu'il permet de rejeter une trame à la fois, alors que Hada, c'est un rejet groupé. Il rejette toutes les trames à partir du numéro qui est porté dans l'acquittement, c'est-à-dire à partir de NR. Bon, on détaillera par la suite avec des exemples pour que vous compreniez mieux comment fonctionnent ces acquittements-là. Donc pour le moment, simplement on les introduit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir avant de passer aux autres champs? En tout cas, les opérations Camel, les qu'on ouvre la carte réseau, t'as le récepteur, c'est ça? Non, c'est pas la carte réseau ça. C'est pas la carte réseau. On est dans la trame HTLC. Pourquoi vous parlez de... C'est une trame, hein, je commençais par la donner. C'est pas la carte réseau. C'est-à-dire quand vous envoyez une trame, ça c'est la description du champ commande. Ok, on est en train de détailler le contenu du champ commande. Donc quand on envoie une donnée, donc elle est structurée sous forme de trame. Donc il y a le fanion, il y a l'adresse, donc je vais te dire c'est quoi l'adresse. Dans le champ commande, il y a plusieurs configuration. Alors je reviens vers voilà le champ de commande. Donc ça permet d'identifier soit des trames de type I, soit des trames de type S, soit des trames de type U. C'est-à-dire qu'en fonction de la configuration binaire de champ commande, je peux savoir est-ce que le contenu de la trame que j'envoie, celle-là, là, c'est-à-dire je regarde le premier bit. Si c'est un 0, je sais que c'était la trame, elle aura un champ information, elle va contenir de l'information. Si c'est les deux premiers bits, il me semble que c'est un 0, donc ça va être une trame d'acquittement, donc elle ne va pas contenir un champ d'information, elle va simplement permettre d'acquitter. Si c'est les deux premiers bits à le champ commande, c'est un 1, donc c'est une trame commande. C'est ce que je vais utiliser pour établir le mode de fonctionnement, pour s'échanger éventuellement des informations, pour faire des tests. On verra par la suite les commandes. Hein. Donc chaque type de trame va être identifié par le champ commande, et le champ de commande n'est pas le même pour toutes les... Alors je reviens en arrière. Voilà, le champ de commande n'est pas le même pour toutes les trames. Vous voyez, là, avec l'octet, il ressemble à ça. Voilà le contenu Tao. Lorsque c'est une trame I, le contenu Tao lorsqu'il c'est une trame S, ou le contenu Tao lorsque c'est une trame U. Donc dans le cas où c'est une trame I, c'est-à-dire que je commence par 0. Donc il va contenir deux informations, c'est-à-dire un compteur qui va numéroter les trames à envoyer et un autre compteur qui permet d'acquitter éventuellement les trames reçues. Si c'est une trame d'acquittement, donc j'aurai le type d'acquittement ici sur 2 bits qu'on avait noté SS et un numéro d'acquittement. Si c'est une trame U, ça va contenir le code de la commande qui est sur 5 positions. Donc on avait dit qu'il y avait 32 commandes possibles que je pouvais envoyer. Est-ce que je réponds à ta question? Donc il y a c'est la carte réseau. La carte réseau envoie les trames, mais les champs on ne les trouve pas dans la carte réseau, on les trouve dans les trames. Je ne sais pas si tu comprends, c'est-à-dire on envoie les données par la carte réseau effectivement, mais ce n'est pas des informations que je trouve dans la carte réseau. Je vais trouver dans les trames qui sont envoyées sur le support.
Ah d'accord, alors on les trouve dans le support, par exemple le support physique ou bien Voilà, leur c'est, si c'est-à-dire c'est un risque. c'est ce que tu envoies, c'est la donnée que tu envoies. La donnée que tu envoies, elle est structurée sous forme de trame. C'est-à-dire c'est une séquence binaire. Ok, tu envoies une séquence binaire, voilà. Il y a quand j'avais donné les fanions, qu'on appelait entre la trame, elle se trouve entre les deux fanions, c'est une séquence binaire. Mais c'est une structure, c'est une séquence binaire qui est structurée, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi à l'intérieur. Non, on sait que le premier octet qui est envoyé, c'est l'adresse, le deuxième octet, c'est le champ commande, et ensuite un des l'information, c'est-à-dire ce qui suit, c'est le contenu de l'information, et les deux derniers octets, c'est le FCS. Donc une fois que j'ai délimité la trame par les fanions, j'ai reconnu les fanions. Donc je récupère le contenu, je vais analyser le champ adresse, je vais analyser le champ commande pour pouvoir savoir déjà vers qui elle est destinée, c'est-à-dire que c'est la station qui va se reconnaître par l'adresse qui va récupérer la trame, qui va la traiter, les autres vont l'ignorer. Le deuxième champ, c'est pour savoir quel type de trame j'ai reçu. Est-ce que c'est une trame de type I? Est-ce que c'est une trame de type S? Est-ce que c'est une trame de type U? Donc c'est le champ de commande, la configuration antérieure qui permet de savoir au récepteur qu'est-ce qu'il vient de recevoir comme type de trame. D'accord? Donc si dans le champ de commande je vais trouver que ça commence par 0, donc je sais que c'est une trame d'information que j'ai reçue. Si c'est 1, 0, je sais que c'est une trame de type acquittement. Si c'est un 1, je sais que c'est une trame commande. Je vais voir les autres champs pour compléter l'information. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair, merci. Voilà, après je détaille, hein, mais maintenant si vous ne comprenez pas à quoi servent les champs, c'est pas grave. Parce que Mazel, le cours, il est lent le cours, donc on verra pas mal de choses. Alors, ensuite, on a le drapeau PF. Alors, le drapeau PF, je le retrouve dans les trois cas. C'est-à-dire que ce soit les trames de type I, un dit le drapeau PF, ou la S, un dit aussi le même drapeau, ou la U. Donc, là, je le trouve quel que soit le type de trame. Donc, je vais le retrouver dans le champ de commande. Ok. Donc, je retrouve ce drapeau-là. À quoi il sert? Il est très important. Alors, dans le mode normal, il sert à donner la main. Parce qu'on avait dit que lorsque vous travaillez en mode normal, vous avez un maître, vous avez un esclave. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas laisser les machines envoyer en même temps. C'est-à-dire que toutes les communications vont être gérées par le maître, c'est-à-dire le primaire, ce qu'on avait appelé la station primaire. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait deux machines qui envoient en même temps sur le câble. Parce que si vous avez deux machines qui envoient sur le même câble, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de collision. C'est-à-dire que les deux signaux vont se télescoper et vous allez perdre les données. Donc il faut éviter que deux machines envoient sur le même câble lorsqu'on travaille en half duplex. Ok. En full duplex, il n'y a pas de souci parce que vous avez deux fils. Donc vous ne pouvez pas avoir un télescopage dans les signaux. Par contre, si vous avez un seul fil, c'est-à-dire le half duplex, et vous avez deux stations ou plusieurs stations qui envoient en même temps, vous risquez de perdre les données par ce phénomène de collision. Et dans ce cas-là, il faudra recommencer et réémettre toutes les données. Donc pour régler ce problème, ou là pour atténuer le nombre de collisions, on va élire une station qu'on appelle primaire. C'est elle qui va gérer les communications. Elle va donner la parole aux secondaires, aux autres stations, à tour de rôle, ou là pour les inviter à envoyer. Ok, donc elle va faire en sorte que les stations n'émettent pas en même temps, c'est-à-dire qu'ils émettent séparément pour éviter justement qu'il y ait un problème de collision. Donc dans ce cas-là, le bit PF, il va dire quand est-ce que telle station, par exemple le primaire, il veut inviter une autre station à envoyer. Donc lorsqu'il est mis à 1, lorsque le drapeau il est mis à 1, c'est pour dire que je donne la main. Je donne la main à l'autre station. Maintenant, quand j'envoie une trame et je mets le drapeau P égale à 1, c'est-à-dire je donne la main à la station à qui j'envoie cette trame-là. Ok, si je suis le primaire. Hein. Donc, lorsque il est à 0, c'est-à-dire que je garde la main. Je n'ai pas encore terminé, je garde la main. Par exemple, un secondaire, lorsqu'il aura terminé d'envoyer, il met son drapeau à 1. Alors, il y a une convention, c'est que lorsque c'est le primaire qui envoie, donc on le note P. Donc le drapeau, c'est un seul drapeau, c'est un bit. Ok. Donc lorsque c'est le primaire qui envoie, on va le noter P. Lorsque c'est un secondaire qui envoie, on le note F.
C'est pour séparer, c'est-à-dire c'est pour identifier le secondaire par rapport au primaire. Mais ouais, c'est un seul bit qui est utilisé. Ok. Simplement, dans le cas primaire, on va le noter P. Dans le cas secondaire, on va le noter F. Donc, s'il est positionné, c'est-à-dire qu'il est égal à 1, ça veut dire que je redonne la main vers l'autre machine, vers la machine auquel j'envoie la trame. Bon, là, de toute façon, on va voir principalement le mode dissymétrique. On a le mode réponse normale. Hein, donc, dans le mode symétrique, il n'a pas réellement une grande utilité. C'est-à-dire que quand il est mis à 1, puisque dans le mode symétrique, il n'y a pas d'invitation. C'est-à-dire que vous avez toutes les stations sont des primaires et ils ont les mêmes droits. Donc dans ce mode-là, je le mets à 1 lorsque je veux une réponse immédiate. C'est-à-dire que si j'envoie par exemple une trame et j'attends l'acquittement, je veux que l'autre m'acquitte le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il ne traîne pas dans l'envoi de l'acquittement. Donc je mets P à 1 et éventuellement aussi l'autre station, si elle veut aussi une réponse rapide, elle peut mettre P égale à 1. Sinon, elle le met à 0 pour dire qu'elle n'est pas pressée de recevoir l'acquittement. Donc, il a son importance réelle, ce bit-là, lorsque je travaille en mode dissymétrique, lorsque je suis en maître-esclave. Enfin, le champ M, je vais le retrouver dans les trames de type U. Donc, il permet de coder jusqu'à 32 commandes. Alors, on ne va pas voir toutes les commandes et ce n'est pas le but. Mais sachez qu'il y a énormément de commandes. Donc, parmi les commandes que je peux encoder, il y a les commandes d'établissement du mode de fonctionnement. Vous avez par exemple la commande SABM, elle permet d'établir le mode équilibré asynchrone. Ok, c'est le mode en full duplex. Donc, le mode full duplex, il est établi grâce à cette commande. SABME, c'est le même mode, mais en mode étendu, c'est-à-dire avec des compteurs allant jusqu'à 128, modulo 128 et non pas en mode standard. SNRM, c'est celle qu'on va voir le plus, c'est l'établissement du mode réponse normale. SNRME, c'est pour établir le mode réponse normale en mode étendu, c'est-à-dire avec des compteurs modulo 128. On a la commande XID qui permet d'échanger les adresses au début, c'est-à-dire avant d'établir donc le mode de fonctionnement, on peut s'échanger les adresses une fois, c'est-à-dire que s'il y a deux machines, elles s'échangent, elles n'ont plus besoin d'échanger leur adresse, c'est bon, c'est connu. Donc je le fais à travers cette commande exit, ou là avec la commande test. Donc test aussi, c'est une commande qui permet de faire des tests et s'échanger aussi les identifiants. On a SARM qui permet d'établir aussi un mode de fonctionnement, c'est le mode asynchrone, le mode asynchrone, oui, c'est celui qui permet d'établir le mode dissymétrique équilibré. SARME, donc c'est la même que HADI mais en mode étendu. Vous avez la commande qui permet de se déconnecter, donc disque. La commande qui permet de réinitialiser la connexion, SIM. On a UI, c'est un accusé non numéroté. De toute façon, toutes ces commandes, on va voir comment les utiliser. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des commandes. Et les réponses aux commandes, c'est-à-dire lorsque vous envoyez une trame avec le code de commande, l'autre machine, elle peut vous répondre avec une commande réponse. Donc par exemple, quand j'envoie exit, l'autre machine peut m'envoyer exit. C'est la réponse exit. La réponse à test, c'est test. La réponse à ça pourrait être DM ou DM. La réponse à disque pourrait être RD ou UA. La réponse à SIM, ça pourrait être RIM. Donc voilà, donc il y a aussi des réponses aux commandes qui vont être identifiées. Donc on a UA pour acquittement non numéroté, on a DM pour dire que je suis déconnecté, FRMR pour signaler donc une anomalie grave de transmission de trame de type I, RIM c'est une demande de réinitialisation de la connexion, UI c'est un acquittement non numéroté, et HADE c'est pour demander une déconnexion au primaire. Bon, ça c'est un sous-ensemble de commandes qui ont été définies dans HTSI. Il y en a 32, hein, donc là on n'a pas toute la liste. Bon, on verra à travers des exemples comment utiliser ces commandes. Hein. En tout cas pas toutes, mais les plus importantes.
Ensuite, donc, on a le champ information. Donc, le champ information n'existe pas dans les trames de type S. Il existe principalement dans les trames de type I, c'est-à-dire que si j'envoie une trame I, c'est pour envoyer de l'information. Donc, c'est là où le champ information est rempli. Dans les trames de type S, le champ information est vide. Et les trames de type U, la plupart des trames ne contiennent pas de champ d'information, sauf certaines qui ont besoin de rajouter un complément d'information à la commande, donc ils vont exploiter le champ d'information. Ou là, dans un cas aussi haut, c'est lorsque j'ai envie d'envoyer ce qu'on appelle des trames qui contiennent de l'information non numérotée. Ça, je n'aborderai pas ce cas-là, parce qu'il est très compliqué pour vous, mais sachez que on va dire que le seul cas où la majorité des cas où le champ information il est renseigné, c'est dans le cas où j'envoie des trames de type I. On a les deux derniers octets, c'est le FCS, donc ça permet de mettre l'information de contrôle. Donc l'information de contrôle, c'est le reste de la division, qui est sur 2 octets. Pourquoi? Parce que le polynôme il est de degré 16. Donc le reste de la division, donc des champs adresse, commande et champ information, par ce polynôme-là. Donc je vais trouver un reste de division que je vais rajouter à la fin. Donc ça va permettre de protéger la trame contre les erreurs. Bon, ça c'est un aperçu des 3 types de trames. Donc ça c'est le fanion. Le champ adresse qui va contenir l'adresse du secondaire. On dit le champ commande. Donc le champ commande dans le cas d'une trame d'information, ça va être numéro de séquence de la trame à envoyer, numéro de séquence de la trame que j'attends à recevoir, le drapeau P. Dans le cas adresse, donc dans le cas c'est la trame S, c'est-à-dire d'acquittement. Donc un des numéros de la trame à recevoir, le type d'acquittement. Il n'y a pas de champ information. Là, on voit qu'il n'y a pas de champ, le champ information il est vide, contrairement à la trame de type I. Dans la trame de type U, donc il y a le code de la commande qui est sur 5 positions. Donc on a pris des exemples de commandes qui commencent par 1, 1. Donc on a SABM, UA, disque. Donc il y a le code complet qui est envoyé ici. C'est tout. Donc là aussi, il n'y a pas de champ information. On voit que pour ces commandes-là, le champ information il est vide. Donc le champ information il est renseigné simplement pour les trames de type I, dans la majorité des cas. وهاد لي 3 ترام سون كامل مبعوثين من البريمير حتى للسكوندير باسكو عندنا بي. Voilà, effectivement. Tout à fait. D'ailleurs que ici quand surtout là, parce que quand tu mets SABM disque, c'est des commandes. Donc c'est toujours envoyé par le primaire. Ok, mais c'est un seul drapeau. Elle dit que la notation PF, c'est une notation, c'est une convention. C'est un seul bit. Hein. Ça dépend comment on le nomme. Mais il faudrait qu'il a une signification PF dans le cas dissymétrique, c'est-à-dire lorsque je suis en maître esclave. Parce que quand je travaille en full duplex, il n'a aucune signification. C'est-à-dire que vous l'appelez P, vous l'appelez F, ça ne change rien. Quand vous avez deux primaires dans full duplex, donc la notation ne veut rien dire. Ok. Parce que vous avez affaire à deux primaires, c'est-à-dire que les deux machines ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, donc ils utilisent deux fils, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir des collisions. Donc je peux le noter F, je peux le noter P. Donc là où la notation elle est importante, c'est lorsque je travaille en mode dissymétrique, c'est-à-dire que j'ai un primaire et plusieurs secondaires. Mais c'est ce mode-là qui va nous intéresser le plus. Alors, pour que HTLC, en tout cas pour que la communication fonctionne avec HTLC, j'ai besoin de gérer pas mal d'informations. C'est-à-dire que chaque machine, elle doit connaître donc le numéro de la prochaine trame d'information à émettre, c'est-à-dire qu'elle doit gérer le compteur. Donc à chaque fois, elle doit l'incrémenter. À chaque fois qu'elle envoie une trame, elle incrémente ce compteur. Elle doit gérer un autre compteur NR qui va donner le numéro de la trame à recevoir. Alors si je suis dans le contexte maître esclave, c'est-à-dire primaire secondaire, c'est le numéro de la trame que j'attends du primaire, si je suis une secondaire. Ok. Je dois gérer deux compteurs. Par contre, un primaire, il peut gérer un NS, le NSTRO, mais plusieurs NR, parce qu'il peut avoir plusieurs communications avec différents secondaires. Donc il doit, pour chaque secondaire, il devrait avoir le compteur NR. Ok, la communication qui le relie avec le secondaire. Donc le primaire, il fait beaucoup de travail parce qu'il gère plusieurs communications.
il gère les communications avec tous les secondaires, alors qu'un secondaire, il gère simplement la communication avec le primaire. Donc on avait expliqué hier que si un secondaire veut envoyer un autre secondaire, il doit passer par le primaire. Il ne peut pas l'envoyer directement vers le secondaire, là il ne les connaît pas, il connaît simplement le primaire. Et un compteur DNR, c'est le numéro du dernier acquittement reçu. Ok. Bon, on peut aussi gérer des temporisateurs, on expliquera par la suite des temporisateurs. Donc on a un premier temporisateur, c'est le délai de garde au bout duquel une trame non acquittée est réémise. Donc on avait dit en cas de perte, je crois qu'on avait expliqué ça dans le début du deuxième chapitre. Donc lorsque vous avez des pertes de trame, donc vous ne recevrez jamais d'acquittement. C'est-à-dire que si la trame n'arrive pas à destination, donc le récepteur ne peut pas vous acquitter. Donc comment je règle ce problème? Donc en implémentant un timeout, c'est-à-dire que dès que j'envoie une trame, j'enclenche un temporisateur. Au bout de ce temporisateur, si je ne reçois pas d'ACK, donc je déduis que soit l'ACK, soit la trame que j'ai envoyée a été perdue. Donc le T1, donc il faut que je fixe sa valeur au départ. Donc il faudrait établir une certaine valeur qui est estimée. Et donc, donc le temporisateur il est armé à chaque fois que j'envoie une trame. Donc si au bout de cette trame-là, je ne reçois rien, donc je dis que la trame a été perdue, et donc je réémets ma trame une deuxième fois. Alors ça ne pose pas de problème parce que les trames sont numérotées. Donc même si le récepteur reçoit une duplication de mes trames, c'est-à-dire la même trame il la reçoit deux fois, il pourra la reconnaître grâce au numéro. Donc il pourra éliminer les doublants. Alors il y a un deuxième temporisateur qui pourra être utilisé, c'est surtout en mode normal. Là il a son importance. C'est lorsque je donne la main. Par exemple, j'ai reçu une trame. Je n'ai rien reçu. Donc à chaque fois que je reçois une trame, j'enclenche le temporisateur. J'enclenche là, c'est pour calculer le délai maximum que je peux attendre avant d'envoyer un ACK. Parce que des fois, le primaire, il donne la main à un secondaire. Mais comme le primaire, il gère plusieurs communications en même temps, donc le secondaire ne peut pas s'accaparer la connexion. Il faut qu'il la rende, c'est-à-dire il faudrait qu'il la rende rapidement. S'il ne la rend pas, c'est-à-dire qu'imaginons que le secondaire envoie une trame, il ne veut pas rendre la main, il ne fait rien. Donc là, le primaire, qu'est-ce qu'il peut? Au bout d'un certain temps, au bout d'un temps T2, si, par exemple, après avoir reçu une trame de la part d'un secondaire, si le secondaire ne rend pas la main en mettant FA1, le drapeau FA1, donc il peut décider de lui enlever la connexion. Il lui envoie une trame d'acquittement et lui dit c'est bon, là je t'enlève la connexion parce que tu traînes ou là tu t'accapares la connexion et tu n'envoies rien. Donc là, c'est un délai qui pour marquer à quel moment je vais acquitter les trames que j'ai reçues et pour éventuellement enlever ou interrompre une autre machine, le secondaire notamment, si je suis dans le cas primaire secondaire, pour interrompre le secondaire et lui prendre complètement la main pour éventuellement la donner à notre secondaire. On va gérer aussi la taille maximum d'une trame. Donc la trame ne peut pas dépasser un seuil. Donc quels que soient d'ailleurs les protocoles de liaison, on ne peut pas faire en sorte qu'une trame soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle ait une taille infinie ou là une taille quelconque. On fixe toujours un seuil maximal pour la trame, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle dépasse éventuellement 1000 octets ou la 2000 octets. Et ça, quel que soit le protocole de liaison que vous allez considérer. D'ailleurs, je vous dirai en tout cas, je voudrais bien que vous me disiez pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi on devrait limiter. Donc je continue, essayer de réfléchir pourquoi on limite une taille maximum pour les trames. Et quel que soit le protocole de liaison, ce n'est pas forcément lié à HTLC. Hein. Donc réfléchissez à ça et en attendant, je continue à vous donner le reste des paramètres. Alors, il y a un autre compteur, N2, c'est que, imaginez que vous envoyez une trame et qu'elle est perdue une première fois. Après le timeout, vous renvoyez cette même trame et vous ne recevez toujours pas d'ACK. C'est-à-dire que vous avez des pertes énormes de paquets. Vous n'allez pas continuer indéfiniment à envoyer vos trames lorsqu'il y a des pertes. C'est-à-dire si vous ne recevez rien de la part du récepteur, à un certain moment, il faut que vous arrêtiez. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème, soit matériel au niveau de la ligne, soit que le récepteur il est en mode inactif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous répondre parce qu'il est éteint ou là, pour autre chose, soit en tout cas il y a un souci.
Et donc, on va limiter un nombre maximum de réémissions. C'est-à-dire que si je dois réémettre une trame, je ne peux pas la réémettre indéfiniment. J'ai un seuil N2. Si j'atteins ce seuil-là, N2, donc je vais dire échec. C'est-à-dire que je vais m'arrêter de retransmettre. Je dis échec de transmission. Et je m'arrête. Je n'envoie plus la trame. Je peux envoyer autre chose, mais avec la trame, c'est bon. Et bon, si j'ai le même problème avec la deuxième trame, eh ben, j'arrête. C'est-à-dire je demande, en général dans HDLC, qu'est-ce qui se passe? Que je demande à réinitialiser le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je relance le primaire si je suis en mode réponse normale pour réinitialiser la connexion. Parce qu'il y a un problème de transmission. Et le dernier paramètre W, c'est le crédit. Alors le crédit, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner la fenêtre d'émission, c'est-à-dire le nombre de trames que vous pouvez envoyer consécutivement avant de demander un acquittement. C'est-à-dire c'est le nombre maximum de trames que vous pouvez envoyer. Donc, on verra par la suite que W, au maximum, il est égal à la capacité du compteur moins 1. C'est-à-dire que là, on a vu dans le mode normal que la capacité du compteur est égale à 8. C'est-à-dire sur 3 bits, vous pouvez numéroter jusqu'à 8, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 7. Donc ça vous fait 8 rames. Mais en réalité, vous ne pouvez envoyer que 8 moins 1, c'est-à-dire 7 rames d'affilée. Donc ça, c'est la fenêtre maximale TACOM. Alors la fenêtre n'est pas toujours égale à 7, elle peut être inférieure à 7. Elle peut être égale à 3, 4, 5, etc. Donc elle va déterminer combien de trames vous pouvez envoyer consécutivement avant de demander l'acquittement. Donc, c'est-à-dire si W est égal à 3, je ne peux pas envoyer 4 rames de suite. OK? Sans demander l'acquittement. Donc, il faudrait que j'envoie 3 et je m'arrête. Bah, quand l'autre il m'acquitte, je peux continuer. C'est-à-dire je dois d'abord acquitter la valeur de la fenêtre, terrienne, avant de continuer la transmission. Donc, c'est ça à quoi sert la largeur de la fenêtre, ce qu'on appelle le crédit d'émission. C'est à contrôler le flux, c'est-à-dire que je ne me permets pas à l'émetteur de m'envoyer autant de trames qu'il veut. D'ailleurs, il m'envoie que par rapport à la capacité des compteurs, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux trames qui aient le même numéro. Parce que si vous avez un compteur modulo 8, si vous envoyez par exemple 10 trames, vous allez avoir deux trames qui portent le même numéro. Ça, ça va porter une incohérence. Ok? Il ne faut pas qu'il y ait deux trames qui sont envoyées en séquence qui portent le même numéro. Donc je suis limité par la capacité du compteur. D'accord? Et ensuite, par rapport à la capacité du compteur, je ne peux prendre que cette capacité moins 1, c'est-à-dire le nombre maximum de trames en séquence. Avant de demander un acquittement, c'est toujours égal à la capacité des compteurs moins 1. Alors, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi on limite la taille d'une trame? عندها une relation مع le débit ولا الكاباسيتي تاع le support. Voilà. Non. Ça a à voir avec ce qu'on avait vu avant HTLC, c'est-à-dire la partie du cours qui a précédé HTLC. Pour qu'il n'y ait pas des Non, ça n'a rien à voir avec HDLC. J'ai dit de manière générale. Ça n'a rien à voir avec HDLC. C'est quel que soit le type de protocole, on doit limiter une taille max. Pour minimaliser les erreurs. Tu n'es pas loin. Qu'est-ce que tu entends par minimaliser les erreurs? كل ما كبرت la trame, كل ما زادوا les erreurs là. Oui, et alors, pourquoi je dois limiter la taille max d'une trame? Pour avoir des erreurs très rares, à peu près zéro. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire que les erreurs soient nulles. Parce que tu es en train de protéger. Là, on a vu quand dans HDLC, on est en train de protéger. On a rajouté un FCS à la fin. Donc, c'est pour... Quand tu fais des études, c'est-à-dire que tu as normalisé un protocole, on va le normaliser par rapport à, encore une fois, une incidence d'erreur dont j'ai parlé dans la première partie. C'est-à-dire que si tu as choisi le polynôme. On va revoir le polynôme terne. Si on a choisi ce polynôme-là, c'est par rapport à des tests qui ont été effectués. C'est-à-dire que j'ai fait des tests, mais ces tests-là, je les ai fait comment? Je les ai fait en considérant une taille max.
dans la trame TI. Parce que si la trame elle était ouverte, c'est-à-dire que si j'avais par exemple une trame ouverte qui pouvait contenir jusqu'à 10 000 octets ou la 20 000 octets, l'incidence d'erreur, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, sera plus important. C'est-à-dire que le nombre d'erreurs sera plus important. Peut-être que le FCS, le polynôme que j'ai considéré ici, ne sera plus efficace. Donc le polynôme, il est efficace par rapport à une taille de trame. C'est-à-dire qu'il pourra détecter ou la corriger, par exemple, toutes les erreurs simples, doubles, triples que j'ai constatées sur une séquence ne dépensant pas, par exemple, 1000 bits. Ok. Donc je fais mes tests par rapport à ça, par rapport à des constantes. Donc si je laisse la trame dépasser le seuil à 1000 bits, le polynôme ne va plus être efficace. C'est-à-dire qu'il y aura des erreurs qu'il ne va pas pouvoir détecter. Donc on limite toujours les trames par rapport à l'incidence d'erreur. C'est-à-dire que par rapport à l'erreur maximale, la plus complexe qui peut se produire pour une séquence qui a été délimitée et par rapport à un polynôme qui a été choisi. Ok. Et donc tu vas trouver par exemple dans d'autres cas, dans d'autres polynômes, une taille peut-être un peu plus importante ou la moins inférieure par rapport à HTLC. En tout cas, si j'ai pris plus ou le même moins, c'est toujours en considérant le polynôme que j'ai choisi. C'est-à-dire que le polynôme TI, il a été choisi par rapport au type de trame ou à la quantité de données que je peux envoyer dans cette trame-là. Et donc je sais qu'il est efficace pour détecter toutes les erreurs possibles, en tout cas toutes les erreurs possibles avec le protocole qui a été considéré. Donc dans HDLC, ce polynôme-là sera efficace, par exemple pour une séquence ne dépassant pas 1000 bits. Et donc je vais faire en sorte que les trames que j'envoie ne vont jamais dépasser le seuil HADEC. Si elles dépassent le seuil HADEC, c'est un problème. Et donc les stations qui vont envoyer des trames ne vont pas, même si elles ont plus de données à envoyer, elles vont les fractionner en plusieurs trames. C'est-à-dire que si un émetteur veut envoyer 4000 bits, il ne pourra pas les envoyer dans une seule trame. Il faut qu'il les envoie en 4 trames. Ok, parce que s'il les envoie en une seule trame, il se peut qu'il y ait des erreurs qui ne soient pas détectées. Parce que le polynôme TI est fait, en tout cas il a été choisi pour une séquence ne dépassant pas 1000 bits. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Et donc c'est pas lié à HDLC, c'est quel que soit le protocole. Alors c'est pour ça on découpe notre message au lieu de l'envoyer une fois pour toutes. Dans toutes les transmissions, que tu envoies une image ou là que tu envoies par exemple un fichier, il n'est pas envoyé en une seule trame. C'est des milliers et des milliers de trames qui vont transporter le contenu de ton fichier. Et dans le réseau, c'est ça. On est obligé de découper. De découper d'abord en paquet. Le paquet il est envoyé il est encapsulé dans une trame, et une trame elle a une taille fixe. Donc c'est pour justement pouvoir contrôler les erreurs. Donc quel que soit le contenu d'un fichier ou d'une page web ou d'une image, si la taille de ce contenu-là dépasse la contenance de la trame, on est obligé de découper. Ce qu'on appelle fragmenté, c'est-à-dire dans les réseaux, on va appeler ça fragmenté, c'est-à-dire en morceaux qui puissent être transportés dans la trame. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Ok. Merci. Alors, avant d'entamer l'échange des données, on va voir comment établir une connexion. Donc, l'établissement de connexion logique, il se fait grâce à des commandes spécifiques. Donc, on a ces commandes, c'est en fonction du mode. Est-ce que je veux travailler au mode dissymétrique? Est-ce que je veux travailler au mode équilibré? Donc, on a plusieurs modes. Est-ce que je travaille au mode étendu ou en mode standard? Donc, il y a 6 commandes qui permettent d'établir une connexion logique. Alors, j'établis une connexion logique que si j'ai besoin d'envoyer des trames de type I. C'est-à-dire que si j'ai simplement besoin d'échanger mon identifiant ou mon adresse, je n'ai pas besoin d'établir une connexion logique. C'est-à-dire que je le fais avec, par exemple, XID ou la test. Donc les stations peuvent s'échanger certaines commandes de type U avant d'établir une connexion logique. La connexion logique, je l'établis que si je suis amené à envoyer des trames de type I. Pourquoi? Parce que c'est le mode. Elle permet de fixer le mode d'échange, c'est-à-dire maître-esclave ou la maître-maître, etc. Donc le mode HADA, il est établi pour
se mettre d'accord sur la façon dont on va s'échanger les trames de type I. D'ailleurs, c'est l'objectif. Hein. C'est-à-dire, si vous rentrez en connexion avec une machine, c'est pour lui envoyer, en tout cas échanger avec elle des données, des informations. Si vous n'avez pas à échanger d'informations, vous n'avez pas à établir une connexion logique. On peut s'identifier, on peut éventuellement, si vous voulez, se saluer, mais sans pour autant établir une connexion. Donc la connexion logique, elle est requise simplement si je suis amené à échanger des trames de type I. Et donc ça se fait grâce à ces commandes. Et donc à la fin, je vais utiliser aussi d'autres commandes pour rompre la connexion. Donc là, on a un exemple. Si j'ai envie par exemple, d'établir une connexion logique en mode équilibré, c'est-à-dire en full duplex. Donc, j'envoie la commande SABM et je mets P égale à 1 parce que je veux une réponse. Je lui donne la main, je veux une réponse. Donc, le mode équilibré, c'est vous n'avez pas de maître esclave. Donc, les deux stations, elles sont maîtres. C'est-à-dire, je travaille en full duplex. Alors, s'il ne me répond pas, c'est-à-dire, je renvoie, je réémets la demande. Donc, si par exemple, au bout d'un certain temps, au bout de T1, le fameux délai avec T1, le compteur T1, si je n'ai pas reçu de réponse, je réémets ma commande jusqu'à que je reçois une confirmation. Alors, la confirmation, comment elle est obtenue? C'est par l'envoi de l'autre machine par une commande UA. C'est-à-dire, c'est un acquittement non numéroté, ça s'appelle comme ça, un numbered acknowledgement, donc UA, et lui dit je suis d'accord pour établir ce type de fonctionnement. Et je mets F égale 1, c'est-à-dire dans le cas équilibré, ça n'a pas d'importance, vous notez P ou les F. Bon, c'est-à-dire c'est P lorsque c'est une commande et F lorsque c'est une réponse. Voilà, c'est la seule utilité qu'il peut avoir. C'est pour reconnaître que la commande c'est une réponse ou c'est une requête si vous voulez. Donc là, il est d'accord. À partir de là, on a établi donc un mode de fonctionnement. Donc on peut s'échanger des trames de type I. Lorsqu'on termine, c'est-à-dire on n'a plus rien à s'échanger, donc l'un des deux machines, puisque là on était en mode équilibré, si j'étais en mode normal, c'est-à-dire maître-esclave, c'est le primaire qui établit toujours la connexion et celui qui rend la connexion. Ok. Donc si j'étais en mode SNRM par exemple, c'est le primaire qui va demander à établir la connexion. Et c'est lui qui va la rompre. Par contre, si je suis en mode SABM, donc équilibré, donc full duplex, donc c'est n'importe qui peut demander à rompre la connexion en envoyant la commande disque. Et donc si l'autre aussi est d'accord, donc il va confirmer avec UA, toujours AD. C'est-à-dire c'est la commande qui permet de confirmer ou d'accuser réception d'une commande, que ce soit SABM ou disque, donc pour dire qu'il est d'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, les deux machines ne sont pas connectées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas s'échanger des trames de type U. Elles peuvent toujours s'échanger d'autres trames, par exemple test, XID, c'est-à-dire pour s'identifier. Et lorsqu'elles voudront se reconnecter une deuxième fois, elles peuvent le faire. Soit en utilisant le même mode ou l'un autre mode. C'est-à-dire là, j'ai terminé d'échanger des données en mode équilibré, je peux relancer une autre connexion en utilisant un autre mode. Par exemple, le mode SNRM. Ok, si j'ai besoin d'échanger d'autres types de type I avec l'autre machine. Bon, là dans l'exemple, on a permis une connexion en mode équilibré. Ok, mixte, c'est-à-dire que les deux sont primaires. Oui, il y avait une question. Il peut refuser, il peut. Alors, justement, je crois qu'il y a un exemple après qui parle de... Je ne sais pas si il y a... Voilà, il peut refuser. Alors, attendez, là... Oui, alors on avait dit le primaire, il peut envoyer... Alors que là, par exemple, SABM, je suis en mode maître-esclave. Hein. Donc, c'est le mode dissymétrique. Donc, le primaire, c'est lui qui envoie soit la commande SNRM, soit la commande SABM au secondaire. Si le secondaire il est d'accord, il répond par UA. D'accord. S'il n'est pas d'accord, il peut envoyer DM, Disconnected Mode. Ok.
vers le primaire pour lui dire non, je ne suis pas d'accord. Ok. Et dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord pour établir par exemple SABM. Par exemple, imaginez que le primaire veut établir une connexion SABM où le secondaire n'est pas d'accord. Il veut établir un SNRM. Donc il lui envoie DM pour lui dire non. Le rôle, il peut le relancer avec un autre mode. Par exemple, en changeant le mode. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec SNRM? Ben, s'il est d'accord, il envoie avec UA. Ok. Donc DM, elle permet de dire que je suis en mode déconnecté, et elle permet de dire aussi je ne suis pas d'accord. Et elle peut aussi servir lorsque le secondaire, c'est lui qui veut demander une connexion. C'est-à-dire, elle peut servir dans plusieurs cas. C'est-à-dire, si c'est le secondaire qui veut établir une connexion, bon, c'est pas lui qui envoie SNRM. Parce que le SNRM, c'est une commande qui est envoyée par le primaire. Donc, il demande au primaire, il lui dit écoute, je veux que tu rentres en connexion avec moi. Donc, il lui dit je suis en mode déconnecté et j'ai envie d'établir une connexion. Le primaire, il envoie soit SNRM, soit SABM. C'est les deux commandes qu'il peut envoyer. Hein, parce que je suis en mode dissymétrique. Et c'est à lui de voir est-ce qu'il est d'accord ou non. Donc s'il est d'accord, il envoie UA. Sinon, il renvoie DM pour lui dire je ne suis pas d'accord, je suis toujours en mode déconnecté. Et voilà, donc pour voir éventuellement si c'est un autre mode. Ou là, s'il ne peut pas, par exemple, il n'est pas prêt, il ne répond pas. C'est simple. Parce que si par exemple une machine n'est pas prête, elle peut ne pas répondre. Parce que DM, c'est quelque part, je ne suis pas d'accord avec le mode. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec le mode, mais je suis prêt à prendre un autre mode. Par contre, si je ne veux pas du tout, je ne réponds pas. Si je n'envoie pas UA. Donc, le primaire a beau répéter plusieurs fois, au bout d'un certain temps, le fameux N1, c'est-à-dire on a un délai d'envoi de la même trame, hein, que ce soit une trame d'information ou là une trame de commande. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, si j'ai pas de réponse, j'arrête. C'est-à-dire le primaire, il en aura marre, il va arrêter de demander. Et il ne va plus demander. Ce sera un échec d'établissement de connexion. Ok, donc là vous avez un exemple, donc DMF. Donc si je ne suis pas d'accord, j'envoie DMF. DM en positionnant le drapeau F. Et là, c'est pour vous expliquer l'histoire. Si j'ai pas eu de réponse la première fois, au bout du temporisateur, je relance la même commande. Peut-être que la deuxième fois, il va me répondre. Il peut ne pas me répondre, hein. Mais aussi, je ne vais pas répéter indéfiniment cette demande. Là, il y a un nombre limite. Au bout de N2, il me semble, le fameux N1 ou la N2, donc c'était, on va dire 16, ou c'est un numéro qui est fixé au départ. Donc au bout d'un certain nombre de tentatives, si je n'ai pas de réponse, je dis que c'est échec d'établissement de connexion. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, monsieur. D'accord. Alors, on a la commande test, elle peut être établie indépendamment de est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une connexion logique ou non. C'est-à-dire au départ, lorsqu'il y a une connexion physique, je peux déjà envoyer des commandes test. C'est-à-dire on envoie un commande test pour identifier, c'est-à-dire envoyer échange des adresses, etc. Ou là pour vérifier est-ce que la ligne fonctionne correctement. Donc pour établir aussi les temps, hein, donc T1 et T2, elles se font grâce à des commandes test. C'est ce qu'on appelle des pings, c'est-à-dire j'envoie une trame et je calcule le temps que met la réponse à me revenir. Ça me permet d'estimer les fameux temporisateurs T1 et T2. D'accord? Donc ils sont calculés, estimés avec les trames, avec les trames test. Et ça permet aussi d'échanger les adresses pour identifier l'adresse de A et de B dans notre cas. Bon, je peux le faire avec test, je peux le faire avec... Alors XIT, c'est simplement pour échanger les adresses. Test, ça pourrait être pour différentes raisons. Après, si j'ai envie d'échanger de l'information, des trames de type I, je suis obligé d'établir un mode, en tout cas d'établir une connexion logique avec un mode prédéfini. Soit en mode équilibré ou la mode non équilibré. Tout dépend. Tout dépend, est-ce que ma liaison elle est en full duplex ou elle est en half duplex. Si elle est en full duplex, je vais travailler en mode équilibré. Si elle est en half duplex, je vais forcément travailler en mode dissymétrique.
Ok, c'est-à-dire avec maître esclave. Alors, aussi, il y a des commandes. Si j'étais dans un mode, et si j'ai envie de basculer vers un autre mode, c'est-à-dire l'une des machines, par exemple B, ça ne l'arrange plus de travailler en SABM. Elle veut travailler en un autre mode. Donc elle peut, par exemple, demander à réinitialiser la connexion. Alors comment on demande à réinitialiser la connexion? On peut le faire avec DM, celle qu'on a vue tout à l'heure, ou bien avec les commandes RIMSIM. C'est-à-dire que si ça vient du secondaire, donc le secondaire va faire une demande au primaire en envoyant RIM. Si le primaire il est d'accord, il confirme avec SIM. Bon, le primaire peut faire une initialisation lui-même. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de recevoir le RIM, il envoie directement le SIM. Donc c'est pour dire, on réinitialise la connexion, on réinitialise les compteurs et on établit un nouveau mode. Donc ensuite, si le secondaire il est d'accord, il confirme avec toujours UA, j'établis le nouveau mode. Ça pourrait être, on suppose, SNRM ou un autre type de mode de fonctionnement. C'est clair? C'est-à-dire là, si j'ai envie de basculer vers un autre mode, c'est-à-dire que soit le A ne veut plus fonctionner en ce mode, je ne me suis pas déconnecté ici, je ne me suis pas encore déconnecté, je n'ai pas fait disque, c'est-à-dire je suis toujours connecté logiquement, mais j'ai envie de changer de mode. Donc je vais, si ça vient du secondaire, donc il envoie une demande avec RIM. Si ça vient du primaire, il envoie directement SIM. Ok? Ou là il répond par RIM, par un SIM. Elle est confirmée par le secondaire. Ensuite j'établis le nouveau mode de fonctionnement, donc avec une nouvelle connexion logique. Est-ce que c'est clair? Cette histoire de LIMSIM. Ok, c'est pour réinitialiser la connexion logique. Alors, comment va se faire l'échange de données? C'est là où ça devient intéressant, c'est en envoyant qu'on a des trames de type I. Alors, chaque trame de type I, elle va avoir deux compteurs. C'est-à-dire, dans le champ commande, dans la trame, il y a le compteur NS, il y a le compteur NR. Et il y a le fameux drapeau P qui permet de dire est-ce que je donne la main ou là je donne pas la main. Bon, là je suis en mode alors je suis en mode, je sais pas ce que c'est dit. Bon, on va le découvrir. Je pense que je suis en mode équilibré, je suis pas en mode dissymétrique, je suis en mode équilibré. Bon, de toute façon c'est le même, la gestion télécompteur elle est la même. Alors, on a le crédit au maximum, il est égal à 7. C'est-à-dire quoi 7? C'est-à-dire c'est le nombre de trames que je peux envoyer en séquence avant de demander un acquittement. Donc, la première trame que je vais envoyer, c'est la trame 0, parce que le numéro il est initialisé, les compteurs sont initialisés au départ à 0. Donc la première trame que j'envoie, elle est égale à 0, elle va porter le numéro 0. Ok. Donc chaque station va gérer deux compteurs NS et NR. Hada, le NS de A, c'est par rapport aux trames qu'il envoie, ou le NR qu'il a, c'est pour gérer les trames qu'il reçoit de B. Et aussi de l'autre côté, le NS que j'ai de ce côté, c'est par rapport aux trames qu'on voit B, et le NR, c'est par rapport aux trames qu'il reçoit de A. Mais ce que tu dis est vrai, mais lorsqu'il n'y a pas d'erreur, lorsqu'il n'y a pas d'anomalie, c'est-à-dire si la communication, voilà, si la communication évolue sans qu'il y ait de perte, sans qu'il y ait de rejet ou d'erreur de transmission, je devrais avoir toujours effectivement le NS de A est égal au NR de B et le NS de B qui est égal au NR de A. Ok. Donc ça effectivement on peut le remarquer. Là il n'y a pas d'erreur de transmission, on peut le confirmer, bien que là il y a une erreur, il me semble. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème ici à 4. Donc c'est une erreur peut-être de... Bon, on va analyser. Peut-être qu'il y a une erreur. C'est pas 4. Allez, on évolue, on verra ce qu'il y a un problème. Donc après la phase de connexion, les compteurs sont initialisés à 0 de chaque côté. Chaque quantité a un crédit d'émission de 7 maximum. Ok. En ligne 2, la machine A émet une trame. Les compteurs NS et NR contiennent respectivement les valeurs NS et NR de la ligne 1. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que j'envoie une trame, j'incrémente, l'émetteur incrémente son compteur NS. C'est-à-dire que
Qu'est-ce qui va dénoter le compteur NS? Il va dénoter le numéro de la trame, de la prochaine trame à envoyer. Donc si je suis là, la prochaine trame que j'envoie, c'est la trame 0. Une fois que j'ai envoyé la trame 0, j'incrémente NS. Donc la prochaine trame que je dois envoyer, c'est 1. Ok. Donc j'envoie 1. Donc j'incrémente NS. Donc je passe à 2. Donc là, si on voit bien, j'ai envoyé 4 trames. Ok. 4 trames, comme je suis ici en full duplex, hein, donc les compteurs Hadoop n'ont pas de sens. Hein. Normalement, si j'étais en SNRM, pour demander un acquittement, je mets P égale 1. Parce qu'en full duplex, vous mettez P égale 1 si vous voulez un acquittement rapide. Si vous ne voulez pas un acquittement rapide, vous pouvez laisser P égale à 0. Donc là, je suis en mode équilibré. Donc Hada, il veut envoyer aussi une trame. Donc lorsqu'il envoie une trame, I, s'il a par exemple une trame de type I, il va en même temps donc envoyer sa trame et en même temps acquitter les 4 trames qu'il a reçues. C'est-à-dire dans la trame I, donc il va dire que c'est la trame 0, c'est sa première trame, il incrémente le NS, mais il met dans le compteur NRTAO 4, c'est-à-dire qu'il informe quelque part A qu'il a reçu correctement ces 4 premières trames. Parce que la prochaine trame qu'il attend de lui, c'est la trame qui porte le numéro 4. D'accord? Donc après, si A a d'autres trames à envoyer, donc la suite, donc il continue. Donc il envoie la trame numéro 4, il incrémente son NS, et en même temps, il est en train d'acquitter la première trame qui a été reçue de B, parce qu'il met NR égale à 1. C'est-à-dire que là, il lui dit, voilà ma 5e trame qui porte le numéro 4, et je te dis que j'ai bien reçu ta trame 0, et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui va porter le numéro 1. Donc là, les trames I vont être utilisées pour envoyer des données, mais en même temps, elles sont en train d'acquitter. C'est-à-dire que si j'ai des trames I, je n'ai pas besoin d'utiliser des trames S, qu'on verra par la suite. Hein. Donc je peux utiliser que des trames I. Malheureusement, je n'ai pas dans tous les cas, j'ai des trames I à envoyer. Je peux avoir des cas où je reçois des trames, mais je n'ai pas des trames I à envoyer. Donc là, je suis obligé d'acquitter avec des trames de type S. Alors on continue, donc là il envoie 2 trames qui sont bien reçues, 5, 6, 7. Quand j'arrive à 7, donc c'est modulo 8, donc la prochaine trame à envoyer c'est 0 ici. Donc là je suis arrivé à la limite de la capacité du compteur, donc c'est pas 8, hein. Donc je bascule à 0 parce que la capacité du compteur ça va de 0 à 7. Donc je réinitialise le compteur à 0. Donc j'envoie la trame 0. Alors il faut calculer ici. Il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là il a envoyé 7. 7 trames. Alors il y a un cas spécifique. Lorsque vous arrivez à la limite du crédit, c'est-à-dire que le crédit est égal à 0. C'est le cas ici. J'ai envoyé 7 trames de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas envoyer plus. Maintenant, même si j'avais 8 trames à envoyer, je ne peux pas envoyer la 8e. Pourquoi? Parce que le crédit terre, il est épuisé. J'ai épuisé mon crédit d'émission, qui est égal à 7. Donc, à la limite du crédit, quand j'ai épuisé tout mon crédit, je suis obligé de demander un acquittement immédiat. C'est-à-dire, là, il met P égale à 1. Même si je suis en mode full duplex. Là, il demande un acquittement immédiat, sans tarder. Pourquoi? Parce que il lui dit, voilà, je suis à la limite du crédit et j'ai d'autres trames à envoyer par la suite. Donc, j'ai envie que tu m'acquittes rapidement les 7 trames que je t'ai envoyées. Ok? C'est ça, voilà, il demande un acquittement immédiat en mettant P égale à 1. C'est-à-dire, dans le cas, on est ici dans le mode équilibré. Donc, c'est pour dire à B, écoute, il faut que tu m'acquittes maintenant. Ne traîne pas dans l'acquittement. Tu m'envoies rapidement un acquittement. Et l'acquittement qui doit être envoyé par B est nécessairement, obligatoirement, une trame de type S. C'est-à-dire, lorsque je suis à la limite du crédit, je dois acquitter avec une trame de type S et je ne dois pas utiliser je ne dois pas utiliser le retour de main pour envoyer un trame de type I. Non. Parce que A n'a pas encore terminé. A a été bloqué simplement parce qu'il est arrivé à la limite du crédit. Donc il n'a pas terminé. Je n'ai pas un A à le retarder ou à le bloquer. C'est-à-dire que je dois l'acquitter avec une trame de type S. Ça pourrait, dans ce cas-là, c'est une trame, alors c'est pas précisé, est-ce que c'est RR ou la REJ,
Mais remarquez là que je mets NR égale à 3, donc c'est bon. Donc il a reçu, normalement c'est RR. Donc il a reçu correctement toutes les trames, les 7 trames, puisque NR est le même ici. Donc il n'y a pas de souci, c'est le même des deux côtés. Par contre là il y a une erreur, je n'ai pas compris, voilà il y a 4. Normalement il y a... La dernière ligne elle est fausse. Hein. La dernière ligne elle est fausse. Normalement on trouvera 4 ici. Alors je devrais corriger. Mais bon, après je corrige. Normalement ici c'est 4. Hein. C'est 4, 1. Et le crédit, il est réinitialisé à 7. C'est-à-dire que là, à partir de là, de ce moment-là, je peux envoyer 7 trames de suite. Okay. Une fois que j'ai acquitté, qu'on a acquitté les 7 trames, je réinitialise mon crédit. Donc il passe de 0 à 7. Donc j'ai la possibilité pour A d'envoyer de nouveau jusqu'à 7 trames de suite avant de demander un acquittement. Alors ici il y a une erreur, donc ça devrait être 4 parce que j'incrémente non, j'incrémente rien. J'ai reçu le call, donc c'est 3. Pardon, là c'est 3, c'est 3. Parce que, alors le I, le NS, il n'est incrémenté que lorsque j'envoie ou là lorsque je transmets des trames de type S. Donc il n'est pas incrémenté lorsque je reçois des acquittements ou là lorsque j'envoie des commandes. Donc c'est un compteur propre aux trames de type I. Donc là, normalement il n'est pas incrémenté. Et là il devrait être incrémenté puisque j'envoie une dernière trame. Donc là c'est 4, oui, effectivement. Donc là il reste tel quel. Après j'envoie une dernière trame. Donc je dois passer de 3 à 4. Ici. Donc la ligne 15, je devrais trouver NS est égal à 4. Donc il y a une erreur. Et là c'est bon. Là c'est 1, 4. Mais là il y a une erreur, c'est 4. Hein. Donc vous corrigez. Je crois que c'est une erreur aussi dans le cours que je vous ai envoyé. Donc dans le cours vous corrigez. C'est le même schéma qui est repris. Donc la ligne 15, au niveau de NS de A, vous avez 4. Hein? Voilà, donc là j'envoie cette trame là et ça continue. Donc j'ai la possibilité d'envoyer jusqu'à cette trame puisque le crédit a été réinitialisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce scénario là? Allô? Pas de question, monsieur. Ok. Bon, retenez que vous pouvez accuser réception avec les trames de type I et vous avez un cas où vous ne pouvez pas utiliser une trame I pour accuser réception, c'est lorsque vous arrivez à la limite du crédit, c'est-à-dire que lorsque le crédit, votre correspondant il est à 0, parce qu'il vous a envoyé par exemple dans ce cas-là 7 trames, il est arrivé à la limite du crédit, vous êtes obligé d'accuser avec une trame de type S. Soit avec RR si vous avez bien reçu, ou la rejet, ou là, tout dépend de la configuration de la transmission. Donc, alors une dernière remarque, ici, moi, quand j'envoie une trame de type S, trame de type I, donc j'incrémente le NSTI, le récepteur, lorsqu'il reçoit une trame de type I, il incrémente le NR. Donc si la trame elle est bien reçue, s'il n'y a pas de problème, il incrémente le NR. Maintenant, s'il y a des erreurs, on verra. Il va bloquer l'incrémentation des compteurs. Mais s'il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'anomalie, donc le compteur NR, il est incrémenté. Donc ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'anomalie de transmission, s'il n'y a pas de perte, s'il n'y a pas d'erreur de transmission, je devrais avoir toujours le NS de l'émetteur qui est égal à NR du récepteur. Et une dernière remarque, c'est que les compteurs NS et NR ne sont incrémentés qu'après envoi ou la réception des trames de type I. C'est-à-dire que les trames U ou les trames S n'impliquent pas une incrémentation dans les compteurs. Ok. Oui? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question? Donc c'est bon, je réponds à ta question. NR et NS, oui. Parce que il gère le NR, le A. Il gère la réception des trames venant de B. C'est-à-dire que je vais l'incrémenter lorsque je reçois une trame de B. Maintenant, j'ai reçu une trame de la part de B que là.
Donc c'est lorsque j'ai reçu la trame correctement de B que j'ai incrémenté le NR. Donc il va rester à 1. Donc le compteur NR est égal au NS de B. Ou le NR de B est égal au NS de A. Donc le NR que j'ai, si je suis au niveau de A, je gère les trames, la prochaine trame, c'est le numéro de la prochaine trame à recevoir de B. Ou le NR de B, c'est la prochaine trame que j'attends de A. Je ne sais pas si tu as compris. NS de B, oui. Eh bien, il ne l'a pas envoyé. Tu vois bien que le B n'a rien à envoyer. Il a reçu. Il n'a fait que recevoir de A. Donc les 4 premières trames, il a reçu de A. Il a envoyé cette trame-là, donc il a incrémenté le compteur. Il a redonné la main, donc c'est A qui transmet. Pardon? C'est pas une trame. Il a envoyé I, en même temps il est en train d'acquitter. C'est-à-dire il a envoyé une trame de I, en même temps il a acquitté les 4 premières trames. L'autre, il avait des trames à envoyer aussi. Donc il a continué d'envoyer, en même temps il a acquitté la trame qu'il a reçue. Il met NR égale à 1. La première trame qui a été envoyée par B, c'est la trame 0. Donc il lui dit, voilà, j'ai bien reçu la trame 0, la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui va porter le numéro 1. Donc automatiquement, B, il sait qu'il saura que la trame 0 a été reçue, puisqu'il lui demande, il lui dit que la prochaine trame qu'il attend de lui, c'est la trame qui porte le numéro 1. Après, il n'y a que A qui envoie. Il n'y a que A qui envoie. Donc le NS, heureusement qu'il n'évolue pas. Le NS de A, il n'évolue pas. Parce qu'il ne fait que recevoir. Donc il va incrémenter le NR. Ok. Je ne vois pas où est le problème. Où est-ce que tu n'as pas compris? Alors par contre, je corrige, c'est 4-1. Donc on a fait la ligne 15. Le NS de A, c'est un 4. Alors l'avant-dernière, c'est une trame de type S. C'est pas une trame de type I. C'est-à-dire que là, je suis à la limite du crédit. On voit que A a épuisé son crédit. C'est-à-dire qu'il a envoyé cette trame. Mais il n'a pas terminé de transmettre. Donc il demande un acquittement. Il demande un acquittement immédiat. C'est-à-dire il dit que je suis à la limite du crédit. Il demande à B de lui acquitter les 7 trames. Parce qu'il est à la limite du crédit. Parce qu'il n'a pas encore terminé la transmission. Donc que fait B? Même s'il avait I, il ne va pas transmettre I. Il va transmettre avec une trame de type S. C'est-à-dire une trame d'acquittement. Et la trame d'acquittement ne consomme pas. Ce n'est pas une trame de type I. Elle ne consomme pas les compteurs. Donc là, je n'incrémente pas. Parce que ce n'est pas une trame de type I. C'est une trame de type S. Le NS, d'ailleurs. Le NS, on le retrouve simplement dans les trames de type I. On ne le retrouve pas dans les autres trames. Je vais remonter pour te montrer. Voilà. Le compteur NS, je le trouve simplement dans le cas d'une trame de type I. Dans le cas d'une trame S ou la E, il n'y a pas de compteur NS. Donc le NS, il n'est incrémenté que si j'ai envie d'envoyer une trame de type I. Si je fais un acquittement, je n'incrémente rien. Je mets simplement le numéro du compteur NR. Voilà, tu as compris. Donc NS, ça ne consomme pas. NS, c'est une trame. Normalement, c'est RR. Hein. Donc vous mettez aussi dans le... Normalement, c'est le type d'acquittement, c'est RR. C'est le CVD, parce que j'ai bien reçu toutes les trames. Donc une fois qu'il a reçu le CVD, donc il peut continuer. C'est-à-dire que il lui remet la main, il lui redit oui c'est bon, voilà. Et là, il peut continuer à transmettre ces trames-là. Les trames qui lui restent. Et on voit que le crédit est réinitialisé, parce que là, il avait un crédit épuisé. Une fois que j'ai acquitté, donc je peux transmettre de nouveau jusqu'à cette trame. Alors, invitation à émettre pour expliquer ce scénario.
Alors, dans le mode dissymétrique, donc c'est là où c'est important les drapeaux Hadouma. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en mode réponse normale, donc qui est établi avec SNRM. Donc je mets P égale à 1, l'autre il me confirme avec F égale à 1. Donc après, je peux commencer à échanger. Donc j'envoie des trames de type I. Quand j'ai envie de donner la main, c'est-à-dire qu'on avait dit dans le mode dissymétrique, il ne faut pas qu'il y ait deux machines qui envoient en même temps, parce qu'il y a un problème de collision, contrairement dans le cas full duplex, dans le mode équilibré. Donc là, l'autre machine ne peut me répondre que si, par exemple, le primaire lui donne la main. Comment il va lui donner la main? C'est en mettant P égale à 1. C'est-à-dire, tant qu'il est en train d'envoyer, il met P égale à 0. Ok? Lorsqu'il veut redonner la main au secondaire, il met P égale à 1. Donc, quand il met P égale à 1, là, on voit le secondaire, il a des trames de type I. Donc, il envoie ces trames. Alors, tant qu'il veut garder la main, il met F égale à 0. Lorsque, alors là il y a une erreur, c'est F égale à 1 normalement. Là c'est F égale à 1. Là il y a le mode dissymétrique, c'est F égale à 1. Il faudra que je revoie ces... Normalement là c'est F égale à 1, je renvoie donc la dernière trame, je remets la main vers le primaire. Normalement c'est... Oh là il est complètement... Là je le mets de côté parce qu'il faut que je le revoie. Là, normalement, c'est P égale à 1. Là, c'est F égale à 1. Donc là, normalement, lorsqu'il termine, il met F égale à 1 ici. L'autre, le primaire, il met P égale à 1 et non pas F égale à 0. Donc, il accuse. Donc, on ne peut pas avoir deux machines qui envoient, en tout cas le primaire et le secondaire, qui envoient en même temps. Bon, je vais le laisser de côté le temps que je le corrige. Et je le reprends la prochaine fois, Inch'Allah. Bon, on va, le temps que je le corrige, et je vous le réexplique la prochaine fois, Inch'Allah. Donc la prochaine fois, ça sera mardi ou mercredi. Donc mercredi à 1h, c'est ça? La troisième séance. Qui est être censée une séance de TD. Moi, je sais pas. Mercredi à 1h, vous êtes libre? Normalement. Ok, donc... C'est bon, parce que les autres l'emploi du temps sont bien vérifiés. Voilà, je sais pas. Alors, soit 1h, soit 2h30. Bon, si vous êtes libre à 1h, ça m'arrange. Si vous n'êtes pas libre, on le fera à 2h30. D'accord. Ok, vous me confirmez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Normalement, non. Oui. La moyenne تاع الموديل هي la note à l'examen ou là qu'il y a des interros? Alors, je vais essayer de faire une interro la dernière semaine en présentiel. Je vous ferai une interro. Il reste encore une semaine de présentiel, c'est je crois la dernière semaine. C'est la fin, je crois c'est entre le 20 et le 27 février, il me semble. Donc dès que la séance, on va faire peut-être, je ne sais pas combien de séances vous avez. Vous faites, lorsque vous étiez en présentiel, vous étiez en groupe ou là vous étiez regroupé? Comment vous étiez? Non, quand même la section. Ah bon, donc vous étiez 70 à faire le cours? Oui. Ah d'accord, je pensais que c'était des groupes. Normalement c'était prévu en groupe. En groupe alterné. Oui, normalement c'était en groupe. Et donc, par exemple, en système, vous avez fait 2 heures, c'est ça? 1 heure, 1 heure. 2 heures de suite. Non, كنا نقراو كامل la section على ضربة. Parce que c'est lui qui a choisi de vous regrouper. Non, pour l'emploi du temps, Non, c'était prévu que c'était un groupe. C'est ce qu'on nous a envoyé comme... parce que l'administration nous a envoyé les deux groupes. Il fallait partager. Il fallait partager 1 heure avec le premier groupe et la deuxième heure avec le deuxième groupe. Apparemment, ils ont choisi de... Et peut-être qu'ils ont choisi de vous regrouper pour gagner du temps. Parce que 1 heure, on peut rien faire en 1 heure. Si on devait vous donner simplement 1 heure, ça ne suffirait pas. Alors, si on doit vous regrouper, vous aurez 2 heures. Peut-être 1 heure, je ferai une révision générale. Et la deuxième heure, je vous fais un contrôle. Parce que si on se base... ça compte pour... Oui? Non, c'est pas ça. J'ai une question. Je réponds à la question de ton camarade. Donc c'était quoi la question? Est-ce qu'il y a la note du module, de l'examen et... Voilà, donc on essaiera de faire un contrôle. Au moins un contrôle.
50 pour 40% de la moyenne, le contrôle. Non, le contrôle, vous avez écrit la formule. Vous avez, je crois, c'est la moitié de l'examen. C'est la moitié de l'examen final. Il y a une autre possibilité, c'est de faire un contrôle là et prendre un exercice de l'EMD pour un deuxième contrôle. Peut-être qu'il y aura deux exercices. Donc le premier exercice, ça va jouer le rôle d'un deuxième contrôle. Donc vous aurez deux notes de contrôle plus la note de l'examen. Donc après l'examen, vous avez la note à l'examen qui est deux fois la note à les contrôles, la moyenne des contrôles. C'est comme ça qu'on note. En tout cas, la formule qui est adoptée. Donc on prend la note des contrôles, de tous les contrôles, la moyenne des contrôles, plus l'examen fois 2, on divise par 3. Et donc le contrôle c'est un tiers ou l'examen final c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Bon, maintenant s'il y a un TP, ça change, c'est-à-dire que ce sera le TP plus, mais vous n'avez pas de TP. D'accord, s'il y avait un TP, vous aurez TP plus contrôle plus l'examen x2 que vous divisez par 4. Donc nous on n'a pas de TP, donc, mais pour les modules TP ça sera ça. Alors je reviens vers votre camarade qui voulait poser une question en général, oui. على قلت لك لا فورم تاع لا ترام اللي نعرفوها فانيون ادريس كوموند انفورماسيون اسكو سي اون فورم ستاندار ولا غير تاع البروتوكول اتش دي اس C'est HDLC. Non, ça c'est HDLC. on va voir des autres formes تاع لا ترام. Ben oui, c'est-à-dire ça c'est quand vous prenez les protocoles, ça c'est un ancien protocole. Hein. Donc, c'est-à-dire il a inspiré tous les protocoles qu'on a actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement vous allez retrouver la même structure. Non, vous allez trouver des structures différentes. Mais qui ressemblent, mais le fonctionnement tel les protocoles tel donc ressemble à peu près à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire tous les protocoles se ressemblent dans leur fonctionnement. Même si ce n'est pas les mêmes commandes, il est clair qu'on n'allait pas retrouver les mêmes commandes. Parce que les commandes c'est dans un autre protocole, vous allez trouver peut-être d'autres commandes, d'autres configurations. Peut-être que l'adresse n'est pas la même. Le champ adresse, il peut être sur... on utilise les adresses MAC. Donc les adresses MAC, c'est sur 6 octets, c'est pas sur un octet. Donc ça, c'est l'ancien, c'est un protocole qui date des années 80. Mais le but, voilà, on vous donne HDS, c'est pour que vous compreniez comment fonctionne un protocole. C'est tout. Oui. Après, vous pouvez généraliser le concept pour n'importe quel type de protocole de liaison. Même si les commandes sont différentes, même si le champ adresse est plus large, etc. C'est pour retenir le fonctionnement. Mais, quel que soit le protocole de liaison, j'aurai le FCS, j'aurai un champ qui va contenir les adresses, j'aurai un champ qui va contenir les informations de service, qui m'a les compteurs, etc. Et j'aurai le champ information. Peut-être la structure est différente, peut-être que la configuration tel fanion n'est pas le même, mais j'aurai un fanion. Peut-être qu'il n'aura pas la même configuration binaire. Enfin, je n'aurai pas 0, 6, 1, j'aurai peut-être une autre configuration, mais j'aurai un caractère fanion. Hada, il est obligatoire le caractère fanion. Il permet de délimiter les trames, quel que soit le type de protocole. Maintenant, comment choisir la configuration binaire? Chaque protocole va le déterminer. D'accord, merci monsieur. Ok. D'accord, donc on se dit à mercredi, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autres questions. Inch'Allah, oui. Ok. Allez, bonne journée, madame. Merci à toi-même.